Beaucoup de personnes croient que notre génération est égocentrique à cause de notre amour pour les selfies. Mais aussi parce que nous prenons tout en photo. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Un selfie, c'est une manière de célébrer et capturer un voyage. Si vous faites face à quelque chose d'excitant, prenez une seconde pour le photographier et faites-en un souvenir. Montrez-le au monde. Qui sait, c'est peut-être le début de quelque chose de grand. C'est pourquoi nous avons créé le S4. Infinix S4, avec 32 mégapixels de selfie avec intelligence artificielle. Éveillez l'infini en vous. Merci de nous rester fidèles sur Afrique Inform. Vous suivez 7 minutes pour convaincre. Nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, Flamboussi. Bonjour. Bonjour, Omaric. Merci de répondre à nos questions. Alors, Flamboussi, vous activez la toile depuis un certain temps. Vous êtes très actif et tout le monde ne parle que de vous. De prime abord, dites-nous, qui êtes-vous exactement? Que faites-vous dans la vie? Quel est votre quotidien? Bon, pour parler de ça, déjà, merci pour l'invitation. Et je peux introduire mon propos sans rendre hommage au régional MRC de l'Ouest, Christophe Kandem, qui a rendu l'âme ce matin de suite de longues maladies. Donc, c'est une grosse perte pour le parti. Donc, je ne pouvais pas commencer sans en parler. Donc, vous me pardonnerez. Maintenant, pour revenir à moi, oui. Bon, Flamboussi, c'est Flamboussi. Je suis très simple comme fille. J'ai 26 ans, bon, bientôt 27 parce que je suis née le 14 novembre. Je suis étudiante à l'université de Yaoundé 2 soirs. Et mon quotidien, bon, je veux dire, chaque matin, je me lève, je me connecte et j'essaye de m'arrimer un peu à l'actualité au quotidien, vu que j'ai maintenant un statut de femme politique. Donc, j'essaye tant bien que mal de regarder l'actualité politique. Exactement. Et je vis dans une maison familiale. Je vis avec mes parents. J'ai 3 frères, 3 sœurs. Je suis la 3e née. Je suis jumelle. Donc, je suis jumelle à un garçon. En dehors de mes études en droit, parce que j'étudie le droit privé fondamental. Tout à fait. Donc, en dehors de mes études en droit, à mes heures perdues, je suis également écrivaine. Okay. Je suis romancière. J'ai 2 romans publiés dans une maison d'édition en ligne et du livre en France. Donc, l'un s'appelle, le titre de l'un, c'est Une minute de silence, et le titre de l'autre, c'est Mika. Donc, en dehors de ça, Flamboussi n'est pas très fameuse. Hein. Je n'ai pas vraiment un lourd CV pour dire que je vais m'étendre dessus. Oui. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais quelles sont les activités professionnelles, par exemple, que vous menez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie sur le plan professionnel? Professionnellement, je ne fais rien, à part être étudiante. Et à part écrire des romans, je passe mes journées à la maison, comme la plupart des jeunes actuellement au Cameroun, devant mon téléphone Android et devant la télévision. C'est tout ce que je fais. Bon, c'est pas que je n'ai pas essayé de trouver un emploi. J'ai déposé des dossiers depuis, hein, ça ne date pas de maintenant. Ben oui, écoutez, si vous dites que vous faites droit privé, c'est bien ça. Oui. Et vous arrivez sur le terrain, on vous dit par exemple, qu'est-ce que vous savez faire concrètement en droit? Que répondez-vous? Bon, vous savez, à une époque, parce que j'ai une licence en droit privé, option carrière judiciaire, à une époque, on essayait de nous professionnaliser. Oui. Mais avec l'arrivée du nouveau doyen, du nouveau recteur, on a tout changé. Donc, c'est devenu droit privé fondamental. Du coup, on apprend tout en vrac. Genre, on apprend le droit des assurances, le droit des sûretés, le droit de la famille. On ne nous spécialise pas vraiment, on nous montre juste les grandes théories. Du coup, quand j'arrive, par exemple, dans un cabinet d'avocat, on me demande, tu es spécialiste en quoi? Je dis tout simplement droit privé. Même dans les entreprises, c'est la même chose. Et du coup, on ne peut pas me recruter parce qu'on m'a clairement dit, il faut être spécialisé dans un domaine. Par exemple, dans une entreprise de microfinance, il faut être spécialisé en droit des affaires ou droit des banques. Mais malheureusement, nous, on n'a pas de cette chance-là. On n'a vraiment pas eu cette chance. Alors, vous préparez en ce moment, Flamboussi, une thèse de doctorat en droit privé. Comment évoluent vos recherches? Est-ce que vous vous consacrez encore aux études? C'est bien que vous en parlez parce que justement, j'aimerais signaler ici que le fait que je sois activement engagée dans le MRC a créé une sorte comme un blocage dans mes études parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce revers. Mais pourquoi vous parlez de blocage? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous empêche d'étudier? Blocage, pas étudier. Blocage dans le sens où, à l'université où j'étudie, je ne sais pas ce qui se passe avec moi, mais j'ai ressenti comme, comment dire,
Comme si une vous êtes réticence, oui, oui, exactement, fiché. C'est-à-dire, on m'avait déjà dit au commissariat que mes études, les concours et tout ce que j'espérais avoir dans ce pays, c'est mort. Donc, et maintenant... Qui vous l'a dit? Bon, je ne sais pas quel poste, quel grade elle occupait, mais c'était une fonctionnaire au niveau du commissariat central numéro 1 à Yaoundé. C'est une fonctionnaire de la police qui était chargée de me prendre des photos pour me ficher. Donc, elle me prenait des photos un peu sur tous les profils. Et elle m'a dit que c'est fini pour moi. Donc, que ce soit études, concours, je ne dois plus espérer. Et malheureusement, ma sortie de prison, c'est ce que j'ai constaté. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté concrètement? Quelles sont les démarches que vous avez entreprises, par exemple, qui vous font croire qu'aujourd'hui, vous serez fiché pour continuer peut-être votre thèse de doctorat? Bon, déjà, les démarches, je n'ai pas vraiment entrepris de grandes, mais j'ai été informée via un camarade qu'il se pourrait que moi, je ne dois plus espérer continuer à l'université Yaoundé 2 soirs. Bon, j'ai essayé de me rapprocher d'un professeur agrégé qui m'a dit non, il ne peut rien faire pour moi parce que ce n'est pas lui qui décide. Mais le recteur Minkwase, c'est lui qui a le dernier mot et qu'il aurait bien aimé me soutenir, mais il ne peut rien faire. Mais est-ce que vous n'avez pas demandé à rencontrer le recteur Minkwase pour Pas connaître encore, sa version? pas encore. Essayez de tenter la démarche. D'accord. Ça vous dit? Oui, oui, bien sûr. Bah écoutez, et pour l'année académique qui arrive, vous comptez étudier ou toujours à soi ou changer d'université? J'avais l'intention de changer d'université, mais apparemment, c'est pas la bonne solution. D'accord. Alors, vous êtes militante du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, arrêté le 1er juin 2019 avant de retrouver la liberté. Qu'est-ce que cette libération a changé en vous, Flore? Bon, ça a changé beaucoup de choses, hein, parce que maintenant, je suis plus motivée à combattre ce régime que je trouve illégitime et illégal. Je suis davantage motivée et le combat va s'accentuer. Parce que j'estime avoir été enfermée illégalement sans même un mandat de dépôt. On m'a déportée du commissariat à la prison centrale de Koningui en me disant que c'était une garde à vue administrative, on m'a jamais notifié cette garde à vue. On est juste venu me prendre de la cellule en me disant verbalement que j'étais en train d'aller à Koningui pour une garde à vue. Et sachant que l'administration, elle est écrite, moi je reçois ma notification de façon verbale. J'arrive, je fais 15 jours. 15 jours plus tard, on me dit on a renouvelé votre garde à vue. Et toujours pas de papier à ma disposition. Et puis, 15 jours encore, la garde à vue a été également notifiée. J'ai fait 48 jours à la prison centrale de Koningui sans réellement savoir le pourquoi j'étais là-bas, sans un titre de détention. Donc, j'estime que en sortant de là, je ne peux pas me ramollir, bien au contraire. Alors, mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est vous-même qui avez provoqué, parce que vous avez été arrêté le 1er juin 2019 aux côtés de Mamadou Mota et beaucoup d'autres personnes, cette marche, cette manifestation au préalable était interdite. Comment faites-vous pour vous retrouver dans une manifestation interdite par les pouvoirs en place et crier aujourd'hui qu'on vous a arrêté? Bon, vous savez, Romaric, c'est ce qu'on raconte dans les radios pro-gouvernementales que la marche a été interdite, mais ce n'est pas vrai. Parce que nous avons, au niveau de Yaoundé, nous avons déclaré nos marches auprès des 7 sous-préfets de cet arrondissement de Yaoundé. Oui, ça a été validé? Non, attendez, je vous dis, on a déclaré, on n'a pas demandé une autorisation. Genre, on a déclaré nos marches. Ces 7 sous-préfets n'ont jamais répondu, n'ont jamais notifié un quelconque refus, à part un seul, je crois, au niveau de l'arrondissement de Yaoundé 3. Maintenant, ces sous-préfets n'ont pas notifié un refus, pardon. Et nous savons en droit administratif que le refus vaut acceptation. Oui. Alors, quand nous marchons et qu'on nous annonce au commissariat que la marche est interdite, je demande par qui? On me dit par le préfet, je dis on ne reconnaît pas avoir déclaré nos marches auprès du préfet parce que la compétence elle est territoriale. Ça veut dire que c'est le sous-préfet qui devait nous dire je vous interdis et de manière écrite. Oui. Donc nos marches n'étaient jamais illégales. Alors racontez-nous un peu la scène de votre arrestation. Comment ça se passe? C'est quel jour? Enfin, on sait que c'est le 1er juin. C'est à quelle heure exactement? Comment est-ce que vous êtes arrêté? Gardé à quel endroit afin que vous vous retrouviez à Koningui? Bon, j'ai été arrêté le 1er juin aux environs de 10h30. Oui. Parce qu'on avait à lancer la marche, on a été stoppé au niveau de la poste centrale. Et je me fais arrêter comment? Parce que la jeune Rafia Touki était là juste pour observer un peu comment. Elle n'était pas vraiment dans la marche, mais malheureusement, quand les policiers forment leur cordon de sécurité, elle se retrouve à l'intérieur. Quand je me tourne, je me rends compte qu'il y a un policier qui est en train de la menacer avec une matraque. Et donc, je n'ai pas pu résister à l'envie d'aller prendre sa défense. Et c'est comme ça qu'en prenant sa défense, le policier nous embarque toutes les deux. En nous tirant, et en me mettant dans le quart de la police, le policier m'a frappé à la poitrine.
donc 2 points. Il m'a frappé à la poitrine, il a commencé à m'empiler à l'intérieur parce qu'il n'y avait même plus de place. Les autres militants du MSC qui étaient à l'intérieur occupaient, il y a pratiquement toutes les places. Il m'a jeté à l'intérieur sur un autre militant, Maître Kemeni notamment. Il m'a balancé sur lui, à moins je cassais même ses lunettes. Et quand j'ai voulu me lever en disant, il m'a encore frappé à la poitrine. Je suis restée tranquille parce que les autres m'ont dit, calme-toi, on a été conduit au niveau du commissariat central numéro 1. À notre arrivée, on a commencé les injures, les policiers ont commencé à nous lancer des mots. Du genre, vous vous prenez pour qui? Vous marchez dans le pays de Paul Biya, vous c'est qui? On est entré. C'est des policiers qui vous disent cela? Bien sûr, ce sont des policiers. Okay. On est entré, ils nous ont fait asseoir même le sol. Ils ont commencé à enlever, parce que j'avais mon petit sac, commencé à enlever nos sacs fouillés, prendre les téléphones et tout. Après, ils ont commencé à nous envoyer dans les cellules. Nous sommes partis avec la jeune Rafiat du côté des femmes et les hommes sont partis de leur côté. Une fois en cellule, je me suis battue comme j'ai pu. Mais ce qui m'a surpris, c'est que j'ai trouvé une dame en cellule qui avait un téléphone portable. Oui. Voilà comment j'utilise son téléphone portable pour contacter ma famille. Elle a dit, appelez les avocats parce que nous sommes au niveau du commissariat. À peine nous sommes entrés, on vient nous rappeler, on sort, on nous demande de donner nos cartes nationales. Ce qu'on a fait. Ils nous ont enregistrés, ils nous ont renvoyés dans les cellules. Peu de temps après, on a commencé à nous appeler pour nous auditionner. Bon, j'ai été auditionnée par l'officier, j'oublie son nom. Bon, son nom est un peu compliqué. Hein. Okay. Oui, allez-y. Bon, j'ai été auditionnée par un officier. Première question, il me demande pourquoi je hais M. Biya, le président de la République, selon lui. Je lui dis non, je ne le hais pas parce que haïr un être humain, c'est trop dit. Moi, je hais la fonction qu'il occupe parce que je trouve qu'il n'assure pas en tant que président de la République, comme vous dites. Parce que quand on est président de la République, quand il y a une marche, on ne réprime pas de façon sauvage. On essaie plutôt de comprendre pourquoi des milliers de jeunes prennent le risque, malgré la répression qu'on connaît au Cameroun, avec les forces de l'ordre qui sont très barbares. Malgré ça, ces jeunes prennent le risque de marcher. On essaie de comprendre. On ne prend pas des mesures drastiques. On ne frappe pas sur les gens parce que dans nos rangs, il y a tout un militant qui a failli perdre la vie parce qu'il était tapé à ce niveau, au niveau des yeux. Il est arrivé avec les yeux qui saignaient carrément. Et il n'a pas reçu de soins. Je dis à l'officier qui m'auditionnait que moi, je ne le déteste pas en tant qu'être humain. Mais j'ai un problème avec lui en tant que président. Oui. Parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut. En tant que président, il ne devrait pas nous réprimer de cette façon parce qu'on a justement exercé un droit qui est constitutionnel en plus. On m'a posé une série de questions et après, ils se sont rendus compte que je répondais, comme on a dit, trop bien aux questions. Et ils m'ont enfermé dans le bureau avec eux. Il y avait je crois, 5 officiers de police. Ils ont commencé à me poser des questions à tour de rôle. Et finalement, on a chuté au niveau des conseils. Me dit, tu es trop jeune, calme-toi, ces enfants en Europe et tout. Bon, moi, je leur ai répondu que, vous savez, j'ai entendu ça, j'ai tellement entendu ça que j'aimerais, c'est l'occasion pour moi de vous dire, les enfants de Kamto ne souffrent pas avec nous ici. Hein. Et en plus, si le président Maurice Kamto était égoïste, c'est qu'il n'est plus ici, c'est qu'il a repris ses activités. C'est pour nous qu'il se bat, parce qu'il voit une jeunesse qui est en train de mourir dans le chômage, la dépravation des mœurs. Donc il se bat pour nous, il n'a aucun intérêt à faire tout ce qu'il fait là. C'est pas pour ses enfants qu'il le fait, parce que ses enfants, comme vous dites, sont en Europe, ça veut dire qu'ils mènent la belle vie. Mais c'est nous qui souffrons, et c'est nous qui demandons au président Maurice Kamto de ne pas lâcher, parce que s'il ne combat pas comme il est en train de combattre actuellement, peut-être que ça va aller de mal en pire pour nous. Alors, et après, on vous a conduit à la prison centrale de Kodengui? Pas directement. Oui. J'ai passé 3 jours au commissariat central numéro 1. 3 jours durant lesquels j'étais victime d'injures. Parce qu'il y a un officier qui a carrément insulté l'intimité de ma maman. Une autre qui m'a promis une balle à la tête. Et d'autres qui ont commencé à me dire que je suis une idiote, que je n'étudie pas bien. J'accuse le système, mais je ne peux pas réussir un concours. Et des trucs comme ça. Donc, et après, vous disiez tout cela sans que vous ne répliquiez, c'est quand même... Il n'y avait pas moyen de répliquer. Hein, parce que tu répliques, c'était les coups de matraque, automatiquement. Devant moi, ils ont tabassé un militant parce qu'il a essayé juste de leur dire que je ne suis pas obligé de répondre à vos questions. Juste cette phrase-là, ils se sont rués sur lui, ils ont commencé à le taper. Donc, je me suis dit, mieux vaut ne pas répondre. Racontez-nous la suite de cette histoire dans quelques secondes, Flore, si vous voulez. Je propose qu'on marque une pause. On se retrouve dans la deuxième partie de cet entretien. Tout de suite. D'accord.
Merci et retour sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, continuez de nous suivre. Nous sommes toujours avec Flore Boussi, militante du MRC que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau. Alors, Flore, chez nos confrères de France 24, vous dénonciez les conditions inhumaines de vie des prisonniers dans ces géoles, notamment à la prison centrale de Kodingui. À titre personnel, qu'avez-vous vécu dans ce lieu? Racontez-nous votre passage à Kodingui. Bon, je suis arrivée à la prison centrale de Koningui le mardi 4 juin 2019 à 11h passées. On a été conduites directement, nous les femmes, on a été conduites au quartier féminin. On était 4. Rafiatou, Soulamit et Germaine. Oui. Nous étions 4, on est arrivés au quartier féminin. Déjà, c'est la commandante du quartier qui est une prisonnière qui nous a reçus dans son bureau. Elle nous a d'entrée de jeu dit qu'il n'y a plus de place et qu'on va dormir dehors. Elle n'a pas essayé de trop tourner. Elle nous a dit, vous allez dormir dehors avec vos sœurs. Parce que d'autres militantes qui étaient déjà enfermées là-bas occupaient également cet espace-là. Et vos sœurs vont se débrouiller à vous trouver un espace. On a été sensibilisés, elle nous a un peu dit comment ça se passait. Et on payait, sans même dormir à l'intérieur du local, on payait le droit de local, 6 000 francs. Parce qu'il fallait avoir au moins une place à l'intérieur pour poser son sac. Chaque jour, vous payez? Non, c'était une fois pour le séjour. Ce qu'on payait chaque mois, c'était la corvée, 5 000 par mois, pendant 6 mois, dont 30 000 francs. Pour quelle raison? Aucune idée. Elles m'ont expliqué que c'est le système. Donc moi, je me suis seulement arrimée parce que, vous savez, quand vous arrivez dans un système qui date de, je sais pas moi, de l'époque coloniale, mieux vaut rester tranquille. Voilà. Donc, elle nous a dit ça. Directement, j'ai payé mes frais de local et j'ai payé pour la jeune Rafiatou parce qu'on était dans le même local. Déjà, quand on arrive, elle me pose une question, elle me dit, est-ce que tu sais que tu as violé la loi? Je lui dis, je n'ai pas violé de loi, madame. Et je ne pense pas que ça vous intéresse. Elle me dit, tu es trop arrogante, je vais t'envoyer au Kosovo. Donc, ce qu'on appelle le Kosovo dans le quartier des femmes, c'est le local 5, où se retrouvent franchement les plus grandes criminels de Yaoundé. Oui. Elle m'envoie donc là-bas avec la petite Rafiatou. À peine on entre dans le local, ces femmes commencent à nous agresser. Vous marchez pourquoi? Vous suivez un Bamileke? Vous n'avez pas honte? En fait, elle pensait qu'on était aussi Bamileke. Elle commence à dire, vous voulez gâter le pays, allez faire ça chez vous. Néanmoins, j'ai dit à la jeune Rafiatou que ne répondons pas. On est parti auprès de celle qu'on appelle la mère locale. Oui. Chef local, en fait. On a payé nos droits. Elle nous a montré un espace pour poser nos sacs. C'est ce qu'on a fait. On est ressorti retrouver les autres militantes. Et quand la nuit est tombée ce jour-là, elles nous ont aidés à s'installer là à l'extérieur. Et aux environs de minuit, on a reçu notre baptême de feu, une forte pluie qui nous a réveillés. On s'est levé, on a porté nos matelas. Oui. Et on posait nos matelas sur nos têtes. Et on attendait que la pluie doit finir debout, de minuit jusqu'à 3 heures du matin. On est resté éveillés. Et au moment où la pluie a essayé de baisser, on a commencé à racler de l'eau. Racler, quand il dit même racler, ce n'est pas avec un instrument adéquat. On raclait avec des balais, n'importe quoi, tout ce qu'on pouvait trouver, on poussait juste de l'eau. Et celles qui avaient le matelas mouillé mettaient les nattes au sol pour dormir. Donc après cette forte pluie, on s'est couché aux environs de 3 heures passées. Et quand j'essaye de dormir, à 4 heures, j'entends des bruits de chants. Oui. Je me réveille, je demande à celle qui est à côté de moi, il se passe quoi? Elle me dit, c'est la messe, il faut qu'on quitte. On occupe l'espace des catholiques. 4 heures, 4h30, on se lève, on plie nos matelas, parce que les catholiques vont faire l'église. On se tient assise là, on regarde comment ils font l'église, et quand l'église finit, quand la journée se lève, à partir de 8 heures, il n'y a plus moyen de dormir. Si tu veux dormir, tu dors à même le sol. Tu ne t'as rien, même pas le droit de mettre une oreiller. Pas du tout. On nous interdisait ça. Et chaque mois, comme au quartier féminin, on venait donner une ration. Une ration, à mon avis, très insignifiante parce que si une femme doit vivre pendant 1 mois avec ça, c'est pas possible. On vous donne quelques boîtes de riz, quelques boîtes d'arachide, un gobelet d'huile, 5 bifaka, 10 cubes et je pense un petit truc de crévisse comme ça. C'est ça qu'on appelle ration pénale chez les femmes. Elles doivent vivre avec pendant 1 mois. Et en dehors de ça, on était tellement persécutés. Parce que, franchement, être militante du MRC à la prison centrale de Koningui, c'est comme si c'était le plus grave péché du monde. C'est-à-dire, on ne manquait pas de nous lancer ça au visage à chaque instant. D'ailleurs, là-bas, on avait interdit la chaîne Equinox.
parce qu'on estimait que c'était une chaîne pro-MRC. Et on ne voulait pas de ça là-bas à Konengi. À la prison, on nous interdit. Donc, à chaque fois que tu demandes, même que s'il vous plaît, mettez un paquet, on te traite de tous les noms d'oiseaux. On était tellement insultés qu'à un moment, les autres détenus, les autres militants du MRC qui étaient là-bas me disaient « Flo, il faut se mettre en retrait ici parce que les filles, ils peuvent nous tuer. Et effectivement, un soir, quand on dormait à 23h, une jeune détenue est venue pour rien. On dormait, elle nous a arrosé de l'eau. Elle nous a arrosé avec de l'eau, autant pour moi. Okay. On s'est réveillés, genre, on était d'abord surpris, choqués à la limite même. Et quand on a alerté les gardiens de prison, quand ils viennent, la jeune détenue, pour se dédouaner, dit c'est parce que l'une d'entre elles causait au téléphone. Le gardien se tourne plutôt vers nous et dit je vais vous fouiller tout de suite. Et on lui dit attendez, c'est nous qui subissons une injustice et vous venez nous fouiller. Donc on était choqués, il y a eu des éclats de voix et toutes les autres détenues se sont rangées derrière cette fille. Oui. Pour dire si vous essayez de la toucher, on va vous écraser, on va vous tuer, on va vous poignarder, on va vous... Et moi, quand j'ai vécu cette scène-là, je me suis mise vraiment en retrait. C'était devenu du genre, même à la prison, même aux gardiens, je n'adressais pas la parole. Est-ce qu'à la prison, vous avez subi des tortures? Bon, les tortures à la prison sont plus psychologiques, si je peux le dire ainsi. Oui. Ce que je raconte déjà là, les injures à longueur de journée. Déjà, les autres détenus ont le droit de sortir, les autres dames avaient le droit de sortir hors de la première barrière, mais pas nous. Pas nous. Quand on reçoit une visite, dès qu'on sent que c'est une militante du MRC, le gardien, c'est à peine s'il ne chasse pas le visiteur. Donc on recevait, c'était invivable en fait. Pour être parce qu'on était militant du MRC, on nous refusait les visites, on nous refusait de sortir sur la cour. Nos familles, pour nous voir, payer énormément, donner énormément d'argent aux gardiens pour qu'ils acceptent. Mais ce sont des séquences qui vous ont marqué jusqu'à présent? Bien sûr. Vous avez toujours ces idées dans votre tête? Oui, oui, bien sûr. Mais ce qui est quand même surprenant avec vous, c'est que vous dites que vous pouvez recommencer. Bien sûr. Pour quelle raison? Je vais recommencer autant de fois jusqu'à ce que la liberté fondamentale soit respectée dans ce pays. Autant de fois. Oui. Alors, on vous présente désormais comme une des grandes figures féminines de la résistance lancée par Maurice Kamto. Déjà, c'est quoi la résistance? Et en plus, est-ce que c'est une idéologie ou c'est beaucoup plus un mouvement insurrectionnel? Parce qu'on a l'impression que cette résistance vise justement à forcer les autorités ou alors les forces de l'ordre à aller à une sorte d'affront avec vous. C'est quoi la résistance? Bon, la résistance, c'est bien d'en parler parce qu'il faut édifier les Camerounais dessus. Parce que beaucoup pensent que résister, c'est vouloir faire un coup d'État à M. Biya. Ça n'a rien à voir. Je vais vous raconter une petite histoire. En 2013, lorsque le MRC se présente pour la première fois aux élections municipales et législatives et que le MRC, autant pour moi, a essuyé un échec vraiment très, très cuisant, on savait tous que cet échec n'était pas de façon naturelle. Donc on savait que c'était dû aux irrégularités, aux tricheries, au bourrage d'une et autre. Du coup, le MRC a pensé que, bon, si la loi est de leur côté, parce que la loi électorale, effectivement, est du côté du RDPC. Une loi à laquelle a contribué Maurice Kamto, il faut le préciser. Bon, on va revenir là-dessus. Si la loi est de leur côté et la loi les protège et leur donne un avantage important sur nous, qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir au cas où il y a encore des irrégularités pendant les élections? C'est de là où naît le plan de résistance nationale en 2013. Ça ne date pas d'hier. Donc, l'idée a été suffisamment travaillée. Okay. On sait là où on part. Et pour dire vrai, ce n'est pas une insurrection. Ça n'a rien à voir. Parce que si ça avait été une insurrection, on n'aurait pas opté pour les marches pacifiques. On aurait plutôt opté pour un armement ou, je ne sais pas moi, des enlèvements. Un peu comme on aurait même opté comme des terroristes. Mais ce n'est pas le cas. Nous marchons pacifiquement. Et nous marchons parce que la loi constitutionnelle nous autorise à marcher. La loi, il faut le dire, la loi constitutionnelle est la plus suprême ici au Cameroun. Ça veut dire que en dehors, au-dessus de la Constitution, il n'existe aucune autre loi. Parce qu'on nous a appris que la hiérarchie des normes, c'est Constitution, accords et traités internationaux, et après, viennent les lois et autres. Donc, nous ne sommes pas dans une logique d'insurrection. Nous marchons à main nue. À main nue, il faut le préciser. Oui. Et nous ne cherchons pas l'affrontement avec les forces de l'ordre. Parce que si les forces de l'ordre savaient faire leur travail, ils auraient compris, autant pour moi, elles auraient compris que quand des gens viennent vers vous à main nue, vous ne devez pas vous jeter sur ces gens-là et commencer à les matraquer. Parce que ceux qui cherchent vraiment le désordre dans cette situation-là, ce sont les forces de l'ordre. Mais dans un État,
c'est reconnu. Lorsque vous avez des marches, des manifestations et on vous interdit, lorsque vous allez défier l'autorité, est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même de la mauvaise foi à la limite? Je réitère, nos marches n'ont jamais été interdites. Je vous ai expliqué tout à l'heure que nous avons déclaré nos marches auprès des 7 sous-préfets des 7 arrondissements de Yaoundé. Il n'y a que le sous-préfet de Yaoundé 3 qui a eu interdit nos marches et de façon explicite en nous donnant une notification écrite. Oui. Mais les autres ne l'ont pas, n'ont rien dit en fait. Donc, nous savons en droit administratif que le silence vaut acceptation. D'où vient-il que quand nous sortons non pour marcher, on vient nous dire que les marches étaient interdites? Moi, on m'a dit au commissariat Sankara numéro 1 que c'est le préfet qui a dit au journal de 17h, au poste national, qu'on n'avait pas le droit de marcher. Mais j'ai réitéré en disant, il le dit de façon verbale. Déjà, ce n'est pas à lui qu'on a déclaré nos marches, parce que la compétence, elle est territoriale. Ça veut dire que c'est chaque sous-préfet qui doit venir vers nous et nous dire, voilà le papier que je vous sers, je vous interdis de marcher dans ma zone. Mais maintenant, quand on déclare même une marche, on ne s'attend pas à ce qu'on reçoive un truc en retour. On vous dit juste, on va marcher tel jour et c'est bon. Et si le sous-préfet, et si le préfet, autant pour moi, se place dans une radio pour dire les militants du MS n'ont pas le droit de marcher, c'est pas possible. Il doit nous servir un papier et se justifier le pourquoi. Oui. Alors, Flamboussi, si aujourd'hui le MRC décide d'organiser de nouvelles marches par rapport à d'autres contestations, est-ce qu'on va toujours vous voir devant? Bien sûr, j'ai dit je marcherai jusqu'à ce que les libertés fondamentales soient véritablement respectées dans ce pays. Et si on vous arrête encore? Eh bien, j'assumerai. D'accord, ça marche. Alors, parlons à présent de la crise anglophone, si vous voulez bien, qui sévit depuis plusieurs années au Cameroun aujourd'hui. Le gouvernement de la République a naturellement annoncé un dialogue inclusif qui prendra certainement tous les acteurs en considération. D'après vous, quelles sont les bases et les soupes pour que ce dialogue soit effectif? Déjà, je vais dire enfin. Parce qu'on a tant réclamé ce dialogue-là et on avait l'impression d'avoir en face des gens qui ne ressentaient aucune émotion. Bon, maintenant, pour que ça réussisse vraiment, il faut, pour moi, je le dis toujours, on ne peut pas entreprendre un dialogue avec les anglophones alors que des gens comme Marshall BBC sont encore enfermés, des gens comme Ayouk Tabé sont enfermés et des dames comme Germaine, je ne connaissais pas son nom, que j'ai côtoyé là-bas à la prison centrale de Konengi, sont encore enfermés. Ce sont des anglophones qui ont quand même joué un rôle majeur dans ces événements-là. Et ce sont je peux dire, des leaders, des forces vives. On ne peut pas entreprendre un dialogue véritable si ces gens-là sont enfermés. C'est que cette initiative, autant pour moi, part d'une très très bonne intention. Mais il faudrait d'abord libérer ceux qui sont vraiment les meneurs. Oui. Oui, parce que je ne sais pas, ils vont dialoguer avec qui, ils vont réunir qui. C'est encore de l'imposture. On va organiser un dialogue et vous allez voir le ministre de l'administration territoriale là, vous allez voir le premier ministre là, et vous allez voir quelques anglophones assis là, on va les présenter comme des ambazoniens, sans aucune preuve. Alors que ceux qui se réclament véritablement ambazoniens sont à la prison centrale de Konengi. Donc, il ne faudrait pas mettre les charrues avant les bœufs. Donc, pour vous, c'est le premier élément à mettre avant de commencer tout dialogue en rapport avec le phénomène de la crise anglophone. Mais écoutez, on va vous dire merci, Flore, d'être venu à cette émission, partager avec nous votre expérience. Vous qui êtes sorti il y a de cela quelques temps de la prison centrale de Konengi. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci aussi à vous. C'est ici qu'on met un thème à cet entretien. Écoutez, nous, à Afrique Informe, nous préparons d'ici septembre la sortie du magazine des lauréats des Afrique Informe Awards qui se sont déroulés récemment à l'hôtel Montfébé de Yaoundé. C'est l'occasion pour nous, mesdames, messieurs, de vous dire, appelez simplement les numéros de téléphone qui s'affichent au bas du petit écran, Camerounais nationaux de la diaspora. Vous avez des entreprises, vous souhaitez souscrire à ce magazine, c'est le moment, contactez-nous et nous vous ferons de belles offres pour pouvoir faire partie de ce magazine qui présente les lauréats qui se sont distingués sur le plan politique et public au Cameroun au cours de l'année 2018. Quant à nous, on se donne rendez-vous bientôt avec un autre invité. D'ici là, merci à toutes les équipes techniques et de production conduites par Gilles Noubissi. À bientôt avec un autre invité. À très vite. Beaucoup de personnes croient que notre génération est égocentrique à cause de notre amour pour les selfies. Mais aussi parce que nous prenons tout en photo. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Un selfie, c'est une manière de célébrer et capturer un voyage. Si vous faites face à quelque chose d'excitant, prenez une seconde pour le photographier et faites-en un souvenir. Montrez-le au monde. Qui sait, c'est peut-être le début de quelque chose de grand. C'est pourquoi nous avons créé le S4.
Infinix S4 avec 32 mégapixels de selfie avec intelligence artificielle. Éveillez l'infini en vous.